Bonjour à tous, je suis le professeur Mustapha Mekki, professeur à l'université Sorbonne Paris-Nord, et je vais tenter avec vous d'aborder une clause en particulier qu'on retrouve aujourd'hui assez fréquemment dans les contrats d'affaires en particulier, qui est la clause d'éviction de l'imprévision. Alors avant d'aborder cette clause d'éviction de l'imprévision, quelques petites précisions sur le contexte de l'imprévision. Avant cet article 1195 du Code civil qui a été introduit par l'ordonnance du 10 février 2016, nous avions une jurisprudence qui ne reconnaissait pas, en tout cas en tant que telle, la question de l'imprévision en droit privé. Il existait certes cette théorie de l'imprévision en droit administratif, mais avec une double limite. Il s'agissait plus d'une indemnisation pour imprévision, et il faut avouer que les cas dans lesquels l'imprévision était reconnue étaient des cas relativement rares. En droit civil, en tant que tel, en droit privé, la théorie de l'imprévision a été plusieurs fois défendue par la doctrine, mais la Cour de cassation a toujours refusé, sauf quelques arrêts un peu ambigus qui pouvaient faire l'objet d'une interprétation, souvent une interprétation audacieuse, n'a pas reconnu cette théorie de l'imprévision et une éventuelle révision pour imprévision. En revanche, les juges ont su faire preuve de créativité, d'imagination et ont utilisé des expédients, des palliatifs permettant de remédier à certaines relations contractuelles confrontées à un changement de circonstances imprévisible au moment de la formation du contrat. Et on pense à un certain nombre d'instruments qui ont pu être utilisés à cette fin, à la question de la fixation abusive du prix dans une certaine mesure, mais surtout un instrument qui a pu être sollicité, qui est la bonne foi qui permettait d'imposer dans certains contrats une obligation de renégociation lorsque ce contrat ne permettait plus de proposer des prix concurrentiels. On connaît tous cette affaire Huard de la Chambre commerciale du 3 novembre 1992. En dehors de ces interprétations jurisprudentielles, l'imprévision n'était pas en tant que telle un outil efficace en droit privé des contrats. Avec l'ordonnance du 10 février 2016, on a un nouvel article 1195 du Code civil, composé de 2 alinéas. Je ne vais pas en reprendre le contenu, puisque vous connaissez tous cet article par cœur, dans lequel on précise, dans un premier temps, les conditions substantielles de l'imprévision, et on fixe, dans un deuxième temps, toute la procédure à suivre en cas d'imprévision, avec une tentative de renégociation, puis à l'amiable, tenter d'aller devant le juge pour une adaptation ou éventuellement une résolution, et si cela ne convient pas, et la possibilité d'obtenir unilatéralement, cette fois, la révision du contrat ou éventuellement son anéantissement. Donc, le contexte est celui-ci, et l'objet de mon intervention consiste à savoir dans quelle mesure cet article 1195 du Code civil pourrait-il être écarté, évincé par les parties, comment une partie pourrait éventuellement renoncer au bénéfice de cette disposition et de son mécanisme d'imprévision. C'est toute la question qui va justement nous occuper pendant ces quelques minutes. Alors il faut être clair sur la délimitation de la réflexion. Il s'agit des clauses d'éviction, donc éviction partielle ou totale, mais nous ne traiterons pas des clauses par lesquelles on se contente d'aménager l'article 1195 du Code civil, même si un certain nombre de questions peuvent être similaires, à savoir dans quelle mesure je pourrais déterminer des seuils de ce qui pourrait être considéré comme une exécution excessivement onéreuse, ce que je pourrais considérer comme étant des circonstances imprévisibles au moment de la conclusion du contrat. On a des clauses de ce type qui parfois sont à la limite de la force majeure et de l'imprévision. L'affaire Total contre EDF, c'est une clause qui est qualifiée de clause de force majeure, mais qui ressemble davantage à une clause d'imprévision, où la nature des coûts déraisonnables permettait d'enclencher ou de faire produire ses effets à une telle clause. Donc tous ces aménagements, ce ne sont pas des clauses que j'aborderai avec vous. Je ne traiterai pas non plus des clauses par lesquelles on va se soumettre volontairement aux dispositions de l'article 1195 du Code civil, alors que celui-ci éventuellement n'est pas applicable. Il y a un certain nombre de cas légaux où 1195 relevant d'une règle générale, ou alors faisant l'objet d'une éviction formelle par un texte spécial, permettrait éventuellement, par une clause contractuelle, par un accord des parties, mais de se soumettre tout de même à cet article 1195 qui, en principe, n'est pas applicable.
Je vais donc me concentrer sur les clauses d'éviction. Cette clause d'éviction, pour pouvoir l'aborder dans sa globalité et pouvoir envisager ensemble toutes les difficultés, eh bien, suppose de raisonner en 3 temps. On va dans un premier temps se demander si une telle éviction est envisageable. C'est une question préalable qui consiste à s'interroger sur la possibilité d'évincer l'article 195 du Code civil. Ensuite, une fois qu'on aura réglé cette première question, on va s'interroger, comme tout rédacteur, sur l'utilité d'une telle éviction. Est-ce qu'il est opportun de l'écarter? Est-ce qu'il est surtout utile de l'écarter? Ne peut-on pas considérer que, au regard des circonstances et de son champ d'application, cet article n'est pas applicable? Et puis, dans un troisième temps, il faudra s'interroger sur le contenu de cette clause, comment la rédiger, quelles modalités prévoir pour en garantir sa pleine efficacité. Finalement, nous avons 3 temps ici. Nous avons la possibilité d'évincer, l'utilité de cette éviction et les modalités d'une telle éviction. Alors, dans un premier temps, première question, la possibilité d'évincer l'article 195 du Code civil. Cette question peut paraître très étrange puisque, a priori, nous avons un article 195, en tout cas selon l'avis d'une grande majorité de la doctrine, qui peut parfaitement faire l'objet d'une éviction dès lors qu'il s'agit d'une règle supplétive. Mais il est vrai que cette question a été débattue et est encore débattue par certains et mérite donc qu'on s'y attarde quelques minutes pour justement régler définitivement cette question, ou du moins en tout cas avoir une idée claire sur les chances d'une qualification au détriment d'une autre, vous le verrez, et qui est soutenue par la majorité de la doctrine. Alors, certains auteurs, un en particulier, dans un premier temps, avaient considéré que l'article 195 du Code civil était une règle d'ordre public. Et on peut le comprendre. Cette analyse n'est pas totalement dépourvue de sens ou de valeur, dans la mesure où si le législateur a pris la peine, dans l'ordonnance du 10 février 2016, d'intégrer au sein du Code civil cette théorie de l'imprévision, et lorsqu'on regarde les travaux qui ont précédé l'ordonnance du 10 février 2016, ces travaux étant surtout des discussions avec la doctrine, puisqu'il n'y avait pas de travaux préparatoires proprement dit, eh bien l'idée était de dire que c'était finalement une disposition phare de la réforme, un des symboles de la réforme, qui était de s'aligner notamment sur l'ensemble des systèmes juridiques européens et de consacrer ce mécanisme de l'imprévision. Donc, on peut comprendre que cette manière de voir les choses et ce qui a justifié à l'origine la consécration de ce mécanisme d'imprévision puisse bien amener certains auteurs, un en particulier, à considérer qu'il s'agit là d'une règle d'ordre public à laquelle il ne serait pas possible de déroger. Sauf que s'il est vrai que une telle qualification pouvait être soutenue au départ, elle est plus difficile à soutenir aujourd'hui. On verra par la suite pour quelles raisons. Mais on comprend que si on n'y voit pas une règle d'ordre public comme le soutient cet auteur, le risque, c'est que par une clause de style, on en vienne à écarter, évincer à chaque fois l'article 195 du Code civil, et il est vrai que dans les premiers temps d'application de l'ordonnance du 10 février 2016, certains cabinets d'affaires avaient conseillé l'introduction dans leur contrat et d'une clause par laquelle, quasiment une clause de style, ils écartaient l'application de l'article 195. Donc cela s'est confirmé dans les faits. Qualifier cette règle de règle supplétive pourrait la priver d'effectivité et priver le mécanisme de toute efficacité en droit des contrats. Mais malheureusement, lorsqu'on regarde les travaux préparatoires qui ont précédé l'élaboration de la loi de ratification du 20 avril 2018 et les échanges qu'il y a pu y avoir entre la commission des lois de l'Assemblée nationale, la commission des lois du Sénat et le gouvernement, jusque devant la commission mixte paritaire, l'inquiétude de cet article 195 a justifié un certain nombre d'échanges dans lesquels certains voulaient la suppression pure et simple de cet article 195 issu de l'ordonnance du 10 février 2016, alors que d'autres avaient un discours plus rassurant en expliquant qu'on pouvait maintenir cet article 195 au sein du Code civil, puisque s'agissant d'une règle supplétive, les parties étaient libres d'un commun accord de pouvoir en écarter l'application. Et donc le compromis a été trouvé dans le maintien de cet article 195 au prix de la qualification de règle supplétive. Et lorsqu'on regarde, et on le verra, le rapport qui a été remis à la suite de l'ordonnance du 10 février 2016 par les rédacteurs eux-mêmes, ils insistaient bien sur l'idée que
une règle, sauf disposition contraire, doit être considérée comme une règle supplétive, et il prenait pour exemple particulier celui de l'article 1195 du Code civil. Pourtant, cette qualification de règle d'ordre public ou règle impérative est soutenue encore par un auteur plus récemment qui voudrait se détacher de la lettre et en faire prévaloir l'esprit. Et pour ce qui est de la lettre, il est vrai que lorsque l'on lit l'article 1195 du Code civil, on précise bien que ce mécanisme peut jouer si telle et telle condition est remplie, à condition que l'une des parties n'ait pas accepté d'en assumer les risques. Et c'est cette petite formule qui permet de conforter cette majorité d'auteurs qui voit une règle supplétive et non pas une règle impérative. Pourtant, un auteur, avec une argumentation différente, plus riche probablement, entend de nouveau soutenir qu'il s'agit ici d'une règle qui pourrait être considérée comme impérative. Du moins, considère-t-il que appliquer à cet article la distinction supplétif-impératif est un peu trop vulgaire, pas assez subtil. Et il propose notamment de considérer que le principe même de la révision pour imprévision est d'ordre public. En revanche, les conditions et les modalités pourraient être considérées comme supplétives de volonté. Il y a une sorte ici d'application distributive du supplétif et de l'impératif à cet article 1195 du Code civil qui permettrait de concilier à la fois une certaine prévisibilité et puis de lutter contre les cas d'injustice contractuelle les plus flagrants. Mais on a beau être séduit par l'argumentation, il est vrai que la lecture du rapport remis à la suite de l'ordonnance du 10 février 2016, les travaux préparatoires qui ont précédé la loi de ratification, cette formule selon laquelle l'une des parties peut accepter d'en assumer les risques, et justifie que la majorité, voire la quasi-unanimité des auteurs, considèrent cet article 1195 du Code civil comme étant une règle supplétive. Par conséquent, même si on peut parfaitement défendre le contraire, on partira du principe ensemble qu'il s'agit d'une règle supplétive de volonté. Par conséquent, il est parfaitement possible d'assouplir les conditions substantielles de cet article 1195, ce qui ne nous intéresse pas puisque nous verrons que les clauses d'éviction, et on peut parfaitement également envisager une éviction totale de l'article 1195, par laquelle, on en verra les modalités, on écarte cette imprévision et chacune des parties supportera finalement les risques de l'imprévision, ou on peut mettre à la charge d'une partie les risques liés à l'imprévision en écartant purement et simplement l'article 1195. Mais il peut s'agir également d'une éviction partielle qui consiste finalement à maintenir l'article 1195 mais à retirer un certain nombre d'éléments, par exemple retirer le pouvoir de révision du juge, accepter dans la procédure qu'il y ait une obligation de renégociation, accepter l'arrangement amiable, mais en cas d'absence d'accord, on doit envisager uniquement un anéantissement du contrat en retirant au juge le pouvoir de révision. Est-ce que c'est envisageable? Certains considèrent que cela relève de l'impérium et ne devrait pas pouvoir faire l'objet d'une clause d'éviction. À mon sens, qui peut le plus, peut le moins. Si on peut écarter l'intégralité de l'article 1195, on devrait pouvoir en écarter uniquement certains éléments, et notamment le pouvoir de révision du juge, dès lors qu'il a d'autres prérogatives à faire valoir. Est-ce qu'on pourrait également, par une clause, évincer l'obligation de renégociation préalable? Encore une fois, même type de raisonnement, et pour l'instant nous n'avons pas de jurisprudence, mais qui peut le plus, peut le moins. On peut parfaitement considérer qu'il n'y aura pas d'obligation de renégociation préalable, et qu'en cas d'imprévision, nous irons directement devant le juge pour tenter un arrangement amiable ou éventuellement une révision. En tout cas, l'éviction partielle ou l'éviction totale semble parfaitement envisageable dans la rédaction d'une clause. Alors, si la possibilité d'évincer partiellement ou intégralement l'article 1195 du Code civil peut être facilement défendue, en admettant que les arguments que j'ai évoqués pour le caractère impératif ou alors supplétif et impératif pourraient convaincre un juge, a priori, au regard des débats qu'il y a pu y avoir, des échanges qu'il peut y avoir entre notamment l'école et le palais, il semblerait tout de même que la qualification de règle supplétive l'emporte. Donc cette possibilité est établie. Maintenant, il faut s'interroger sur l'utilité d'une telle clause d'éviction. Pourquoi? Parce que le champ d'application de l'article 1195 du Code civil est un champ d'application qui n'est pas sans limite. Il y a un certain nombre de cas, d'abord, où la loi elle-même
exclut l'application de l'article 1195 du Code civil. Notamment, lors de la loi de ratification, a été intégré au sein du Code monétaire et financier un nouvel article, l'article L211-41 du Code de commerce, du Code monétaire et financier, et qui exclut l'application de l'article 1195 pour toutes les opérations qui auraient pour objet des titres et contrats financiers. Par conséquent, pour toutes ces hypothèses-là, 1195 est en amont, par l'effet de la loi, évincé, ce qui ne pose pas de difficulté particulière. Mais ce qui signifie néanmoins que dans les cessions de droits sociaux, concernant les SARL, les sociétés civiles, ou encore la société en nom collectif, eh bien pour ces sociétés-là, 1195 continue d'être applicable, et si on souhaite écarter 1195, il faudra le faire par une clause rédigée en bonne et due forme. Alors il y a des cas où le doute persiste, où il y a une hésitation sur l'application ou non de l'article 1195 du Code civil, et cela m'amène justement à évoquer avec vous la portée de l'article 1105 du Code civil. Cet article 1105 vient, dans une certaine mesure, et il ne fait pas que cela, mais dans une certaine mesure, intégrer dans le Code civil la règle selon laquelle une règle spéciale déroge à la règle générale. Or, on sait, au regard de la jurisprudence, qu'il ne s'agit pas d'une règle dogmatique, que la règle spéciale n'écarte la règle générale, donc le droit commun, et éventuellement l'article 1195 du Code civil, que s'il y a une incompatibilité entre la règle spéciale et la règle générale. Alors cette incompatibilité n'est pas toujours facile à identifier, et je vais prendre pour exemple deux cas. Le premier cas concerne le marché à forfait, qui est régi par l'article 1793 du Code civil, qu'on applique également au contrat de construction de maisons individuelles, et dans lequel il est bien précisé qu'en cas de surcoût, eh bien ce surcoût sera à la charge de l'entrepreneur. Et donc, certains pensent qu'en la matière, à partir du moment où un texte prévoit les conséquences d'un éventuel surcoût pour l'une des parties et détermine qui devra assumer le surcoût parmi les parties au contrat, eh bien l'article 1195 doit être considéré comme ne pouvant pas s'appliquer, cette règle spéciale dérogeant à la règle générale. Et c'est a priori l'analyse qui a pu séduire certains magistrats, notamment la Cour d'appel de Douai, dans un arrêt du 23 janvier 2020, qui a refusé d'appliquer l'article 1195 du Code civil dans une hypothèse de marché à forfait. Alors je ne suis pas convaincu par cette analyse, et l'arrêt de la Cour d'appel de Douai reste un arrêt de Cour d'appel, et à mon sens, on peut parfaitement défendre le contraire, puisque à partir du moment où nous ne sommes pas dans une simple hypothèse de surcoût pour un entrepreneur, le surcoût étant généralement d'un montant qui reste raisonnable, c'est-à-dire que l'opération est moins rentable, mais elle ne va pas entraîner pour autant la ruine de l'entrepreneur. Eh bien, dès lors qu'on dépasse le surcoût et qu'on se retrouve effectivement dans un cas d'exécution excessivement onéreuse, qui pourrait entraîner à terme la ruine de l'entrepreneur, je pense qu'on passe à une autre dimension qui permettrait d'envisager l'article 1195. Dans les limites d'un simple surcoût, 1793 du Code civil est applicable et ce surcoût est à la charge de l'entrepreneur, mais au-delà, 1195 est envisageable. Par conséquent, il me semble que dans ce genre d'hypothèse, il vaut mieux, par anticipation, prévoir dans le contrat, si on ne souhaite pas que cet article 1195 soit applicable, eh bien une clause d'éviction formelle de l'article 1195. C'est d'autant plus vrai que pendant un temps, une grande partie de la doctrine et une partie de la jurisprudence avaient pu soutenir que lorsqu'il y avait un bouleversement de l'économie du contrat de marché à forfait, on pouvait envisager une révision, une intervention du juge. Cela avait été admis notamment dans un arrêt en 2003, dans un cas de surcoût correspondant à peu près à 12% du prix, et on a considéré que ce surcoût entraînait un bouleversement de l'économie du contrat et justifiait justement une éviction du juge. Donc on le voit, c'est parfaitement envisageable, et il vaut mieux par précaution prévoir une clause d'éviction. Même interrogation, dans une autre hypothèse cette fois, à propos des baux commerciaux. On sait qu'en la matière, il existe des mécanismes de révision légale, notamment l'article L145-37 et L145-39 du Code de commerce, avec une révision des loyers qui repose sur un certain nombre de seuils et des conditions légales clairement déterminées. Est-ce qu'on doit considérer que parce qu'il existe des mécanismes de révision de nature légale, eh bien cela entraîne l'éviction
de l'article 1195 du Code civil, la règle spéciale dérogeant à la règle générale. Encore une fois, là, on a un arrêt, il y en a d'autres, mais un arrêt de la Cour d'appel de Versailles du 12 décembre 2019 qui a considéré que, dans ces circonstances, il fallait exclure l'article 1195 puisque la loi avait déjà prévu des mécanismes de révision légale. Là encore, nous ne sommes pas convaincus, et le mode de raisonnement est toujours le même, c'est que dès lors que nous ne sommes pas dans le champ d'application déterminé, bien délimité des articles L145-37 et L145-39 du Code de commerce, et que nous nous retrouvons face à un cas d'exécution excessivement onéreuse pour l'une ou l'autre partie, 1195 devrait pouvoir produire ses effets, devrait pouvoir jouer. Il n'y a pas d'incompatibilité, mais une possibilité de combinaison entre ces dispositions. Maintenant, dès lors qu'il y a un doute, eh bien, aussi bien dans l'hypothèse du marché à forfait que dans l'hypothèse des baux commerciaux et probablement dans d'autres hypothèses, il me semble que le rédacteur professionnel, qu'est le notaire, l'avocat ou le directeur juridique, eh bien, doit anticiper sur une telle incertitude et, au cas où, doit intégrer au sein de son contrat, au sein de ce type de contrat, une clause d'éviction formelle de l'article 1195 pour ne prendre aucun risque. Alors, il y a également une autre difficulté, toujours dans le cadre de l'utilité. Parfois, il y a un certain nombre de clauses qui sont introduites dans les contrats d'affaires et cela peut induire en erreur les parties qui pensent que ces clauses suffisent à écarter l'article 1195 du Code civil. Là aussi, c'est une question d'utilité. Je prends un premier exemple. Imaginez qu'on ait une clause de variation, une clause d'indexation sur un indice, et le prix donc varie en fonction de la variation de cet indice. Est-ce que les parties ne pourraient pas dans ce cas-là considérer que une clause d'éviction de l'article 1195 du Code civil est inutile parce qu'il existe cette clause qui tient compte du facteur temps, de la possibilité d'une évolution des circonstances et des coûts éventuellement des matières premières, et cela suffit finalement à échapper aux effets de l'article 1195 du Code civil? Non, et d'ailleurs en matière de clauses d'indexation, on avait une hypothèse à peu près similaire qui avait été traitée par le Conseil d'État en 1992 et qui a parfaitement expliqué que dès lors que la clause d'indexation produit ses effets, elle va permettre justement une évolution très souvent minime du prix qui a été fixé dans le contrat, mais il se peut que des bouleversements qui n'ont pas pu être prévus par les parties eh bien, ne permettent pas à cette clause d'indexation eh bien, de jouer son rôle qui consiste à maintenir un certain équilibre dans le contrat. Et le bouleversement est tel qu'il y a pour l'une des parties eh bien, une exécution qui pourrait être excessivement onéreuse. Eh bien, dès lors que la clause d'indexation ne suffit pas et qu'on se retrouve tout de même en raison des circonstances dans un cas d'exécution excessivement onéreuse, je pense que l'article 1195 pourrait produire ses effets. D'où l'intérêt, d'où l'utilité de prévoir, en plus d'une telle clause de variation, une clause d'éviction de l'article 1195, si on ne souhaite pas que cet article puisse produire ses effets. Dans le même ordre d'idée, vous avez des clauses de renégociation qui sont prévues. Et ces clauses de renégociation sont également parfois prévues par la loi, imposées par la loi. Je pense en particulier à l'article L441-8 du Code de commerce, qui précise que dans les contrats de durée d'exécution supérieure à 3 mois qui portent sur les ventes de produits figurant dans une liste, c'est-à-dire de produits qui pourraient être affectés par une évolution à la hausse ou à la baisse des matières premières, eh bien, il faut prévoir une clause de renégociation. On pourrait éventuellement envisager même une clause purement conventionnelle de renégociation. Est-ce que cela signifie, comme une clause de hardship par exemple, est-ce que cela signifie que 1195 est écarté? Ce n'est pas certain, parce qu'il peut y avoir des hypothèses où la renégociation eh bien, ne produit pas ses effets, et par conséquent, cette renégociation n'ayant pas permis de déboucher sur un nouvel accord, il se peut qu'on soit tout de même dans le champ d'application de l'article 1195 du Code civil et que l'une des parties puisse s'en prévaloir. Par conséquent, là aussi, et dans le doute, il vaut mieux doubler cette clause de renégociation d'une clause d'éviction formelle de l'article 1195 du Code civil qui s'avère dans ce cas utile en raison des doutes qui existent sur les effets d'une telle clause. Mais on pourrait y ajouter d'autres exemples comme la clause d'earn-out qui permet dans des cessions de droits sociaux de faire évoluer le prix par rapport au chiffre d'affaires de l'entreprise lorsque la cession des droits s'inscrit dans la durée. Encore une fois, une clause d'earn-out ne suffit pas à exclure l'article 1195 du Code civil, il vaut mieux l'exclure formellement. Et on voit ici que c'est une autre question qui pointe son nez, qui est celle de la clause d'éviction qui ne doit pas être équivoque et qui nous amène, après avoir envisagé
la possibilité d'une éviction, l'utilité de l'éviction, et bien les modalités d'une telle éviction. Sur les modalités, il faut comprendre que, dans une certaine mesure, en évinçant l'article 195 du Code civil, l'une des parties va renoncer à un droit qui lui est accordé de pouvoir bénéficier d'une renégociation, de tentative à l'amiable et d'un pouvoir de demander au juge la révision éventuellement du contrat. Par conséquent, cette éviction, cette renonciation ne doit pas être équivoque. La clause doit être rédigée de manière claire, précise, permettant ainsi à celui qui la rédige de prendre conscience de la nature et de l'étendue, justement, de cette clause. Ce qui explique, et c'est en lien direct avec ce que j'ai dit juste avant, une clause par laquelle je vais prévoir une variation, une clause par laquelle je vais prévoir une renégociation, ou une clause par laquelle je vais faire évoluer le prix par rapport au résultat d'une entreprise, close down out. Dans toutes ces clauses, il y a une part d'équivoque qui justifie que l'on double celle-ci d'une clause d'éviction de l'article 1195. Il vaut mieux prendre ces précautions et s'assurer de cette manifestation de volonté libre et éclairée. Mais en même temps, ne pas oublier que si vous êtes un professionnel de la rédaction, qu'il s'agisse d'un notaire, d'un avocat, d'un directeur juridique, eh bien, ou même d'un gestionnaire en patrimoine, peu importe, vous avez un devoir de conseil. Ce devoir de conseil consiste à attirer l'attention de votre client sur les risques d'une telle opération et sur les conséquences de cette éviction. Il faut donc ici, puisque c'est à vous de prouver la bonne exécution de ce devoir de conseil, il va falloir prévoir une clause par laquelle vous allez vous préconstituer une preuve de la bonne exécution de ce devoir de conseil, une clause de conseil donné. Alors cette clause de conseil donné, elle peut figurer au sein même de l'acte, mais il peut s'agir d'une clause extérieure à l'acte, à l'occasion par exemple d'un courriel dans lequel vous expliquez clairement les termes de cette clause, et ce qui vous permettra éventuellement, s'il y a une contestation par la suite, eh bien de produire cette preuve, puisque la charge de la preuve et le risque de la preuve pèsent sur celui qui est tenu de ce devoir de conseil. Alors, les modalités, eh bien c'est aussi ne pas oublier que l'exclusion, l'éviction pure et simple de l'article 1195 n'est pas une bonne stratégie contractuelle, puisqu'il faut une éviction justifiée et contextualisée. Pour quelle raison? Parce que si, comme l'ont fait un certain nombre de parties dans les contrats d'affaires au tout début de l'ordonnance du 10 février 2016, si on exclut purement et simplement par une clause de style l'article 1195 du Code civil, on pourrait considérer cela comme une clause beaucoup trop brutale, comme une clause excessive. Or, depuis l'ordonnance du 10 février 2016, même s'il existait d'autres instruments par le passé, eh bien, on a intensifié ce qu'on appelle la police des clauses contractuelles. Et cette police des clauses contractuelles, elle passe essentiellement par l'article 1170 du Code civil, qui précise que toute clause qui prive de sa substance l'obligation essentielle du débiteur peut être réputée non écrite. Et puis l'article 1171, dans les contrats d'adhésion définis à l'article 1110 alinéa 1, dans les contrats d'adhésion, toute clause non négociable est déterminée à l'avance par l'une des parties qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties et réputée non écrite, la fameuse clause abusive. On a également d'autres instruments, l'article L212.1 du Code de la consommation dans les rapports entre professionnels et consommateurs ou non professionnels, et l'article L442.1 qui remplace l'article L442.6 avec un champ d'application plus large et des sanctions aujourd'hui plus efficaces depuis cette modification opérée en 2019, qui permet de lutter contre les clauses abusives également dans un certain nombre de contrats commerciaux. Par conséquent, ces clauses d'éviction de l'article 1195 du Code civil sont sous haute surveillance, et si je reprends le raisonnement des clauses abusives, par exemple, les indices sont à peu près les mêmes, puisque lorsque a été élaboré l'article 442.1 et l'article 1171, on a précisé que les indices qui avaient déjà été dégagés lors de l'application de l'article 212.1 du Code de la consommation pouvaient être appliqués. Quels sont ces indices? Un juge, pour savoir si une clause est abusive, va se référer à un certain nombre d'éléments qui, pris isolément, n'est pas déterminant, mais lorsqu'ils sont réunis, ou certains d'entre eux sont réunis, eh bien, permettraient de motiver sa décision. D'abord, première chose qu'il va regarder, c'est une clause qui déroge à une règle supplétive. Bien oui, parce qu'à partir du moment où vous avez une clause qui va écarter une règle, qui est considérée comme étant, finalement, par le législateur, la règle normale, celle qui, selon lui, permet de concilier au mieux les intérêts. Règle qui va accorder un droit à une partie, ou règle qui va dispenser d'une obligation une partie. Dans ces cas-là, si une clause
écarte une telle règle supplétive, eh bien, ça va attirer l'attention du juge. Pour quelle raison une partie renoncerait-elle à un droit que la loi lui accorde? Pour quelle raison une partie accepterait de prendre à sa charge une obligation, parfois relativement lourde, qui n'a pas été imposée par la loi? Donc, c'est un premier élément qui va attirer l'attention du juge. Deuxième élément, eh bien, cette clause va mettre en place une prérogative qui n'est pas réciproque. Elle profite à l'une des parties et pas à l'autre. Par exemple, la clause qui considérait qu'une partie devra assumer tous les risques liés à l'imprévision. Dans ce cas-là, il est vrai que le juge a de quoi s'interroger. Une règle supplétive avec une partie qui prend en charge tous les risques, il y a déjà là des éléments qui permettent éventuellement d'y voir une clause abusive. Troisième indice, c'est l'absence de contrepartie. Pourquoi pas admettre que l'une des parties accepte de prendre à sa charge la totalité des risques, mais elle ne le fait pas gratuitement, elle le fait parce qu'il y a une contrepartie. Contrepartie qu'il y a dans une autre partie du contrat, contrepartie qui se trouve dans un autre contrat de l'ensemble contractuel, mais qui permet d'expliquer que finalement, si on prend isolément, cela peut être choquant, mais quand on regarde l'équilibre général du contrat ou l'ensemble contractuel, cela se justifie. Mais vous voyez bien que si il y a une dérogation à une règle supplétive, s'il n'y a pas de réciprocité et pas de contrepartie, eh bien là on peut considérer qu'il y a peut-être un déséquilibre significatif. Si on ajoute à cela une prérogative exorbitante qui est accordée à l'une des parties, ou encore une clause inhabituelle dans un secteur donné, qui nous vient là du droit commercial, eh bien on a toute une série d'éléments qui permettent au juge de considérer cette clause comme étant abusive. Et quand vous vous contentez par une clause sèche d'écarter 1195 du Code civil et de mettre à la charge d'une partie la totalité des risques liés à l'imprévision, on comprend bien les risques d'une telle clause de tomber sous les fourches codines de l'article 1171 du Code civil ou L212.1 du Code de la consommation ou encore L442.1 du Code de commerce. Puisqu'en la matière, on a une recommandation de la commission d'examen des pratiques commerciales qui avait bien précisé que ce type de clause sèche, où on mettrait à la charge d'une seule partie tous les risques liés à l'imprévision, pourrait être considéré comme abusive. Et d'ailleurs, cette idée selon laquelle l'éviction ne doit pas être aussi sèche se retrouve dans l'article 706 des principes du droit européen du contrat qui avait été révisé, proposé en tout cas à la révision par l'association Henri Capitan, et qui disait la chose suivante: une clause qui ne porterait reporterait sur une des parties l'essentiel des risques d'un changement de circonstance n'est valable que si elle n'emporte pas de conséquences déraisonnables pour cette partie. On voit bien qu'il y a toujours cette volonté de permettre d'évincer l'article 195, mais sans que cela entraîne des conséquences déraisonnables. Et c'est ici finalement qu'on rejoint un peu l'idée de ceux qui voient une règle impérative ou une règle d'ordre public. Je ne crois pas qu'elle soit en amont d'ordre public. En revanche, dans la manière de déroger et d'écarter cet article 195, il y a des précautions à prendre, une certaine mesure qu'il faut respecter, faire preuve de modération, justement pour éviter de se retrouver, alors non pas en amont prohibé parce que la règle d'ordre public, mais en aval, éventuellement privé d'efficacité, parce que cette clause serait excessive. Alors, dans ce cas-là, pour contextualiser ou justifier une telle clause, il y a plusieurs possibilités. Prenons l'exemple d'une société A et d'une société B. On pourrait préciser la chose suivante: cette prise en charge de l'ensemble des risques par la société A a pour contrepartie, et vous voyez comment ici on peut court-circuiter les conditions de la clause abusive en se disant que, certes, elle prend à sa charge tous les risques, mais il y a une explication, a pour contrepartie soit la conclusion d'un contrat exclusif d'approvisionnement d'une durée exceptionnelle de 10 années par rapport aux autres partenaires qui ont une durée moindre, ou la mise à disposition du savoir-faire de la société B pour un tarif inférieur au prix du marché, ou encore a pour contrepartie la constitution d'une garantie sans frais au profit de la société B pour tout crédit destiné à financer l'activité économique de la société A, ou encore la mise en place de facilités de paiement au profit de la société A, alors que toutes les autres sociétés n'en bénéficient pas. Et puis on pourrait même envisager qu'il y ait une répartition des risques. L'une va prendre à sa charge les risques liés à une évolution de la législation environnementale, l'autre les risques liés à une augmentation des prix des matières premières. Et de cette manière, on a une sorte de réciprocité dans le partage des risques qui permettrait, dans cette assomption des risques, d'évincer 1195, mais de le faire de manière modérée et de manière raisonnable, pour reprendre les termes de l'association Henri Capitan. Donc, on le voit à travers ces quelques éléments,
il faut, à mon sens, lorsqu'on envisage d'évincer l'imprévision, se poser 3 types de questions et en fonction des intérêts de son client, on aura un discours peut-être différent sur la possibilité. D'abord, si on souhaite développer le caractère impératif, eh bien, c'est une possibilité, mais elle me semble, en termes de probabilité, assez difficile à soutenir. L'utilité, on l'a vu, de rédiger une telle clause, mieux vaut prendre ses précautions et lorsqu'il y a un doute, rédiger une clause d'éviction. Et les modalités, il faut rédiger cette clause avec précaution et prévoir une éviction justifiée et contextualisée. Finalement, on le voit à travers cet exemple, mais comme très souvent dans les contrats d'affaires, et c'est ce qui fait la valeur ajoutée de tous les professionnels qui interviennent et qui permet, encore une fois, de relativiser l'importance de l'intelligence artificielle et le grand remplacement qui est prévu de tous ces rédacteurs professionnels, c'est qu'on ne peut pas se contenter en la matière d'une clause prête à porter. Il faut une clause sur mesure, voire parfois une clause de haute couture. Merci.